Bienvenue sur le plateau de Mobility TV. On est ravis de vous accueillir et de vous retrouver toujours plus nombreuses et nombreux à nous regarder avec encore une fois une thématique passionnante aujourd'hui. La tech va-t-elle sauver la place des voitures dans les villes? C'est presque un synopsis de film cinématographique, c'est particulièrement intéressant et c'est notre quotidien évidemment. Est-ce que les voitures sont chassées des villes? C'est la question que l'on va poser, on va développer avec nos invités. Eric Espinas est avec nous, bonjour. Vous êtes le président de la commission data de France Autotech, soyez le bienvenu. Avec nous également des startups, des entrepreneurs. Jean-Baptiste Paul-Jacques, bonjour. Bonjour. Vous représentez UpCity, tout à fait. Soyez le bienvenu. Lucas Simula est là aussi. Bonjour. Vous représentez Chip & Co. Exactement. Parfait. Et en visio, avec nous, Jean-Baptiste Rouget pour MyAnatole. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Eric Espinas. C'est vrai qu'on fait ce constat. Est-ce que les voitures ont encore leur place véritablement dans les villes? Parce que entre les pistes cyclables, les vignettes à péage urbain, toutes les décisions ou les volontés politiques, à Paris notamment, mais pas uniquement, c'est de plus en plus compliqué. Donc est-ce que vous avez l'impression qu'on ne veut plus de voitures? Alors certains pourraient le dire effectivement, le sujet c'est l'usage. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'il y a trop de véhicules particuliers dans les villes, en termes de nombre, qui génèrent les pollutions, qui génèrent du trafic, qui génèrent des nuisances sonores, des accidents, des bouchons. La réalité c'est que comment répondre aux besoins, aux usages des usagers justement pour leur mobilité. La loi mobilité de 2020, à cet égard, a créé un véritable marché en montrant que les pouvoirs publics étaient impliqués sur des budgets fiscalement pour inciter également à développer ça. Et les zones à faible émission, les ZFE, sont développées, comme vous l'avez dit, sur les métropoles, alors à Paris et dans toutes les métropoles en fait, françaises. Pour donner des exemples un petit peu, à Lyon, depuis le 1er janvier 2021, tous les véhicules de critère 3 sont interdits. Donc ça représente quand même tous les diesels de plus de 10 ans. Dans 2 ans et demi, au 1er janvier 2024, donc Lyon, c'est tout ce qui est entouré par le boulevard circulaire, donc Lyon et les villes autour. À Paris, c'est ce qui est à l'intérieur de la 86. Et ce sont tous les véhicules de critère 2, c'est-à-dire tous les diesels, en fait, notamment. Pas que, mais tous les diesels, donc dans 2 ans et demi, seront interdits au sein du périmètre de la 86. Donc, évidemment, on peut se poser la question de savoir si réduire les véhicules a un intérêt. Donc, la réponse est souvent oui, mais quelle est la contrepartie ? Est-ce qu'on va pouvoir circuler? Est-ce qu'on va pouvoir aller d'un point A à un point B facilement? Est-ce que ça va effectivement réduire la pollution? C'est effectivement le sujet et la tech prend toute sa place là-dedans puisqu'elle est aidée, elle est suivie par les acteurs publics et privés et elle est assez subventionnée aussi dès l'instant qu'il y a de l'usage derrière. L'usage, effectivement, on est à plein dedans. Les automobiles, les voitures, finalement, est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser totalement? Je ne pense pas que ce soit véritablement la solution, mais il y a sans doute des efforts à faire de part et d'autre et trouver des solutions, en effet, pour les usagers. Alors, les startups, les entreprises sont là, sans doute, pour trouver ces solutions. Je vais commencer par vous, Jean-Baptiste Rouget, pour MyAnatole. Vous, en fait, ce que vous proposez, c'est utiliser l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes que vous mettez à la disposition des usagers en quelque sorte. Nous, plus que la tech, on pense que ce qui est important, c'est que les villes aient une offre réellement positive vis-à-vis des automobilistes et qu'elles reconquièrent d'une certaine manière les automobilistes pour leur proposer premièrement des meilleurs itinéraires. Aujourd'hui, les villes, elles subissent des itinéraires qui sont calculés par Waze ou Google dans la Silicon Valley et qui ne correspondent pas forcément aux besoins locaux. Donc, premièrement, notre approche, c'est de donner la possibilité aux villes d'avoir leur mot à dire sur les recommandations d'itinéraire. Et deuxièmement, de proposer aux automobilistes, lorsque c'est possible, de combiner la voiture avec les autres solutions de mobilité que sont les transports publics, les vélos, etc. Partir de chez soi en voiture, c'est 70% des Français font ça tous les matins. Et l'enjeu, c'est comment, lorsque c'est pertinent, on peut aider ces automobilistes à se garer, prendre le train et terminer leur trajet au vélo. Et c'est comme ça qu'on propose, c'est ça qu'on propose avec MyAnatole. Et est-ce que ça marche justement, Jean-Baptiste Rouget, pour désengorger le trafic? Puisque je pense que la clé, elle est là, que ce soit en termes de pollution, de circulation, même le côté pratique pour les usagers. Est-ce que votre solution fonctionne pour désengorger le trafic? Un des cas d'usage très concrets que l'on a, c'est de
débouchonner, si je puis dire, un bouchon structurel. Aujourd'hui, on est une jeune start-up, mais on a fait une première expérimentation à Issy-les-Moulineaux en début 2020 et on a proposé l'application à des gens qui étaient dans les bouchons pendant 3 semaines et on a vu la courbe de bouchons, de congestion sur l'itinéraire en question baisser de 12% en 6 semaines. Donc on a eu des effets très, très notables. Alors maintenant, on attend le déconfinement, parce que cette année, bien sûr, on est dans une situation de transport très, très particulière, et on l'a vu encore plus dans le troisième confinement là, qu'on a vécu au mois d'avril, une très forte chute de la circulation. Mais dès que l'activité va repartir, les choses vont être compliquées, et donc là, on sera au rendez-vous. Exactement. C'est vrai que le contexte sanitaire, il faut en tenir compte, Jean-Baptiste Paul-Jacques, avec UpCity. Parlez-nous déjà, vous, de votre concept, des solutions que vous proposez et comment vous vous êtes adapté ou est-ce que vous avez été impacté par la crise sanitaire que nous traversons encore ? Alors UpCity, nous, on est fournisseur de données en temps réel et précises qui proviennent d'un réseau de capteurs qui est installé en haut des mâts d'éclairage. Les capteurs qu'on a développés ont la spécificité de faire de l'analyse d'images embarquées, c'est-à-dire qu'on analyse la zone qui est vue par les capteurs à l'intérieur du capteur sans aucune transmission d'images ou de vidéos, ce qui les rend, on appelle ça RGPD by design maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'anonymiser, on n'a pas besoin de faire ce genre d'étapes, c'est anonymisé par essence. Donc ça nous permet de nous installer de grands réseaux dans les villes, sans autorisation, comme c'est le cas pour une caméra par exemple, et de pouvoir récolter des données donc, sur du parking, sur du trafic, sur du comptage piéton, sur la détection d'encombrants, et de pouvoir donner ces données-là à des sociétés qui vont être capables de les utiliser, de les valoriser, de les mixer avec d'autres sources de données. Mais là où on se rend compte qu'on a vraiment un vrai intérêt, c'est le temps réel. Il faut absolument avoir des données précises et temps réel pour pouvoir recaler les modèles, pour pouvoir avoir des données qui soient extrêmement fiables. Est-ce que ça veut dire que vous en faites des statistiques ? Non, pas nous. C'est-à-dire que mais nos partenaires, vos données, ce sont vos partenaires qui en font des statistiques exactement. Pour se projeter sur le quotidien, en fait, en disant à tel jour, à telle heure, dans cette rue ou à ce carrefour, il y a tant de monde, voilà comment il faut anticiper. Des modèles de prédiction qui sont basés sur de la météo, sur des prévisions météo, sur des prévisions de chantier et qui utilisent les données en temps réel pour pouvoir recaler ces modèles pour être vraiment au plus proche de la réalité. Et donc c'est ça, ces données temps réel qui font la différence. J'ai un exemple qui est assez parlant. On a équipé une ville complètement au Luxembourg, l'intégralité de la ville. On avait comme demande de la ville de réduire le trafic en centre-ville. Et il s'était rendu compte qu'il y avait énormément de trafic parasite par des véhicules qui voulaient se stationner. Et en équipant le centre-ville et les parkings extérieurs, donc on a eu une chute de 15% du trafic dans le centre-ville et une augmentation de l'usage de 17% des parkings en extérieur. Donc le simple fait d'avoir donné l'information aux utilisateurs de savoir où se garer ou justement de dire n'y va pas, il n'y a pas de place, ça a fait baisser le trafic de 15%. Et vous donc, permettez de faire une analyse presque macro en quelque sorte et ensuite on anticipe et on trouve des solutions où on fabrique même peut-être, on construit ces solutions. Sûr. Ça marche. Je crois que vous avez décroché un contrat avec la ville de Paris aussi. Exactement. En quoi ça consiste ? On va monitorer les places de livraison de la ville de Paris dans le 4e arrondissement. Où on va pouvoir faire de donner aux livreurs la taille de la place disponible. Est-ce qu'ils peuvent y aller en temps réel ou est-ce qu'ils préfèrent avoir un recalage de leur tournée pour aller livrer à un autre point avant celui-ci et d'éviter de se garer en double fil, de créer des problèmes de trafic. Et donc c'est ça, on est un peu la data du dernier kilomètre. On a des modèles de prédiction qui sont faits comme la météo où on dit les prévisions à 3 mois et nous on vous donne ce qui va se passer dans les 10 minutes à venir. Alors c'est très inventif, c'est formidable et effectivement... Vous aussi, Lucas Humila, chez Ship & Co, vous avez beaucoup d'idées pour trouver des solutions de transport dans la ville, autour de la mobilité, grâce à la technologie. Exactement. Je rejoins un peu ce qui a été dit par rapport à l'utilisation du véhicule individuel. C'est vrai qu'il ne peut pas être interdit, parce que je pense que la consommation du véhicule va rester. Par contre, on peut promouvoir des solutions alternatives. Et en fait, nous, chez Ship & Co, on la rend facilement accessible. Parce que cette donnée de transport est complexe à collecter et nécessite de forts investissements. Et pour nous, en tout cas, l'objectif est de le rendre accessible ultra facilement. Donc on a tout agrégé, tous les contenus. Donc on a connecté les opérateurs privés et publics sur une seule et même plateforme. Donc ça peut aller du train, du covoiturage, du taxi, du transport en commun, des trottinettes, du parking, des bornes de recharge. On les a connectés sur une seule plateforme et cette technologie, on va la mettre à disposition, soit d'acteurs privés ou publics, pour qu'ils puissent proposer du transport avec une seule connexion. C'est-à-dire que le matin, je vais savoir quel sera le moyen de locomotion
de mobilité, le plus pratique pour moi ou le plus rapide pour moi, en fonction de ce que j'aurais consulté sur votre plateforme. Exactement, tout dépend qui va le commercialiser. Ça peut être une métropole, une région qui va créer une application, mais ça peut être aussi bien un acteur privé comme un aéroport, une compagnie aérienne qui va derrière vous vendre du service additionnel ou vous proposer des solutions additionnelles de transport. Ouais. Et du coup, tout le parcours est intégré, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de deep link ou de changement de plateforme, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, finalement, on va casser l'utilisateur. Enfin, il va dire c'est embêtant de changer de plateforme, on va tout intégrer. Et comme ça, on a une expérience fluide. Est-ce que vous faites une différence entre les grandes villes et les petites villes ou les villes moyennes? Je m'adresse à vous, mais je pourrais poser la question également à vos collègues. En fait, le besoin, c'est plutôt exprimé dans les zones, on va dire, hors de Paris, en fait, plutôt rurales, parce que justement... Plutôt rural, carrément plutôt rural. Ouais, même complètement. Et même la partie touriste, en fait. On oublie cette partie touriste. Enfin, tourisme, en ce moment, en plus, c'est un peu embêtant. Oui. Mais justement, pour le dynamiser, ce tourisme, les étrangers, ils viennent sans voiture. Et en plus de ça, ils ne savent pas comment on peut se déplacer d'un point A à un point B. Et en fait, aujourd'hui, on va permettre aux offices de tourisme et aux régions de promouvoir des solutions de transport et en plus partager, durable, etc. Je peux donner 3 exemples Bien évidemment, Eric Espinal, j'allais vous céder la parole, vous allez pouvoir donner vos 3 exemples, mais j'aimerais, en plus des 3 exemples, pour répondre à cette question. Enfin, en tout cas, moi, c'est un constat que je fais où, en vous écoutant tous, par rapport à ces innovations très inventives, bravo pour ça, je me disais que Waze, par exemple, prend un sacré coup, une sacrée claque dans la figure. Non, mais franchement, ça devient obsolète avec tout ce qui est proposé. Alors, ils ont déjà beaucoup d'avance, premièrement, et puis deuxièmement, tout est dans l'usage. Qu'est-ce que vont choisir les utilisateurs de smartphones, qui est quand même aujourd'hui le A et le Z de la connectivité? Ça sera peut-être pas plus demain avec les smart cities, avec les voitures connectées, etc. Et on revient au sujet. Donc oui, effectivement, avec les innovations qu'il y a et avec les enjeux qui sont pris à bras-le-corps, notamment par les collectivités publiques et par les entreprises privées, il y a des sujets qui vont arriver et qui, espérons-le, vont aboutir à des sujets de souveraineté européens et français, notamment avec les startups que porte notamment l'association France Autotech. Les chiffres que je voulais donner, c'était sur la part modale du véhicule depuis 10 ans dans les grandes villes. Sur les chiffres des données AutoWaze, on va distinguer, si vous voulez, deux types d'agglomérations pour parler que des grandes villes. Sur les plus de 100 000, les métropoles de plus de 100 000 habitants hors région parisienne, on n'a pas eu une légère baisse. Grosso modo, le nombre de déplacements sont environ 60% en voiture. Donc c'est à peu près 25% en marche et 10% en transport en commun. En région parisienne, en revanche, il y a eu une vraie baisse. On est passé d'un peu plus de 40% du total des déplacements en 2008 et en 2018, on est à peu près à un tiers qui sont à peu près équitablement reportés sur la marche et le transport public. Donc c'est pas le transport en commun, pardon. Moins de circulation en voiture. Absolument, beaucoup moins de déplacements, de plus de 40% à 33%. Je vous pose très clairement la question, en 10 ans. Est-ce que c'est l'effet Hidalgo ? Volonté d'un Paris piéton de la maire de Paris, tout simplement. C'est évidemment. Alors, il y a naturellement un sujet politique qui est très fort avec les conséquences qu'il y a eu, mais je crois qu'au-delà de ça, quand on est dans une ville qui est relativement petite, et là j'allais faire les exemples avec d'autres villes comme Berlin ou Barcelone, petite, très dense, mais petite en termes de stationnement et de superficie, naturellement il y a des sujets de santé publique, de nuisances, de trafic, etc., qui se sont imposés. Bon, évidemment, la maire de Paris a beaucoup agi là-dessus depuis le début de son mandat. Il y a Berlin et Barcelone qui sont à 25% des déplacements de déplacements totaux en 2020, donc c'était l'an dernier, en voiture. Donc là, on a vraiment quasiment 10 points de moins que Paris. Donc il y a vraiment des sujets où, sur certaines métropoles européennes, on est encore un peu à la traîne là-dessus. Mais la conclusion de tout ça, pour moi, c'est qu'il n'y a aucun service de mobilité qui peut remplacer à 100% la voiture. Parce qu'aujourd'hui, dans des métropoles de plus de 100 000 habitants, notamment dans les métropoles comme Paris, Berlin, Barcelone, Londres, Rome, etc., on ne peut pas avoir tous les usages en voiture. Même avec la loi de mobilité qui incite notamment au covoiturage et qui développe beaucoup ça avec Klaxit, Caros ou Blabla Lines, néanmoins, on a toujours des sujets où une voiture personnelle va être nécessaire pour certains usages. La question est jusqu'où on va baisser ce pourcentage de voitures. On a de la marge quand on voit qu'on est encore à 60% dans les principales métropoles françaises hors région parisienne. Oui, il y a l'exemple de Londres aussi où on fait la chasse aux voitures avec des péages extrêmement coûteux, extrêmement chers. C'est du cas par cas, c'est du sur-mesure que les entrepreneurs inventifs doivent faire. Je vais vous céder la parole encore quelques instants parce que le temps tourne, mais Jean-Baptiste Rouget, vous êtes en visio avec nous. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous craignez qu'à un moment donné, les villes décident avec, c'est vrai aussi, la montée en puissance de l'écologie, de la défense de l'environnement, que finalement, les villes, les centres-villes, en tout cas les cœurs de ville, deviennent totalement piétons?
et que donc finalement Moi, je crois que- votre activité Alors, moi, je devienne presque obsolète, quoi. Ouais, ce qu'a dit Eric me paraît très important, c'est-à-dire que on n'ira pas, et ça serait déraisonnable d'aller vers le zéro voiture. Et vous avez raison de citer les centres-villes, parce que les centres-villes sont un enjeu de développement culturel et économique important. Et l'accès aux centres-villes, on le voit bien, est un problème pour beaucoup de villes. Donc il faut continuer de s'en occuper, et en pilotant et en régulant la circulation des voitures, mais en restant ouvert à la circulation des voitures. Et vous voyez, je voudrais revenir sur un point que vous avez dit au sujet de Waze. Je crois qu'il y a un grand enjeu pour les villes de se réapproprier la question de la circulation des voitures. Aujourd'hui, si vous regardez, finalement, l'acteur sympa pour les automobilistes, c'est Waze, qui leur donne les itinéraires malins et les infos sur les radars. Et les villes, elles n'ont à leur disposition finalement que l'arsenal répressif, les radars justement, les sens interdits, les feux, etc. Et alors qu'en réalité, grâce au digital, les villes peuvent avoir un rôle beaucoup plus positif vis-à-vis des automobilistes, les informer des travaux, des marchés, des événements, etc. Et donc, l'enjeu pour les villes, c'est aujourd'hui de reprendre la main d'une certaine manière sur la circulation des véhicules. Oui, mais Jean-Baptiste Paul-Jacques, les villes sont dans une situation un peu particulière parce qu'en effet, elles doivent piétonniser, enfin, elles espèrent piétonniser pour aussi, là c'est politique, satisfaire les électeurs ou les habitants, mais il y a aussi ces moyens de locomotion, de déplacement qui sont particulièrement importants. Donc comment établir des passerelles véritablement pour, à la marge, correspondre à chacune des problématiques. Exactement, et c'est vrai qu'il y a vraiment des différences assez flagrantes entre les villes sur l'utilité de la voiture. Et nous, on a des villes qui font de la voiture un outil d'attractivité économique. C'est-à-dire qu'on a par exemple, on a des villes qui font partie, vous savez, du cœur de ville, le chantier de la Banque des Territoires, qui veulent dynamiser les centres-villes, dynamiser les commerces. Et nous, on a beaucoup de demandes de la part de cette liste des 200 villes françaises moyennes qui nous disent, nous, on voudrait faciliter la venue de clients dans le centre-ville, notamment en les informant sur la disponibilité de parking, mais aussi, et la contrepartie, de faire tourner le parking beaucoup plus vite et de pouvoir leur donner ce genre d'informations. Donc on a vraiment ces villes-là qui cherchent à amener, on va dire, et faciliter la venue de clients, et des villes qui sont, elles, plus grandes, qui, elles, pour le coup, ont vraiment une politique de dire on arrête la voiture et on piétonise la ville du quart d'heure, etc. Donc on a vraiment des approches différentes en termes d'utilité de la voiture, et c'est pour ça que, encore une fois, que ce soit pour l'enlever ou que ce soit pour la ramener, la base, c'est de savoir ce qui se passe et de pouvoir utiliser le temps réel pour dire je donne accès aux utilisateurs pour faciliter, ou je donne ça à des plateformes qui vont faire justement des modèles, etc., pour faciliter la sortie des voitures. Donc il y a vraiment des approches qui sont différentes, et je ne dirais pas que chaque ville a son approche, mais on prend Waze tout à l'heure, on a des villes qui nous demandent faites-nous le parking dans le centre-ville et mettez les données sur Waze, s'il vous plaît. Ah oui. Et c'est tout. Parce qu'elle se dit juste, c'est tout le monde utilise Waze. Donc vous mettez ça là-dessus, comme ça je sais que tout le monde va pouvoir venir et dire, bah tiens, il y a de la place disponible, dans les 30 minutes on sait qu'on aura à peu près de la disponibilité, allez viens, on va en centre-ville et on va aller là plutôt que d'aller dans le centre commercial. Il y a un côté pratique. Complètement. Mais est-ce que vous pensez que Waze va se démoder à un moment donné ? Je pense que s'il y a des solutions concurrentes extrêmement précises, extrêmement dédiées à des besoins d'une ville, Waze c'est très généraliste. Si ça vous fait le trafic en plein périph' ou dans le centre-ville d'une toute petite ville rurale. Donc si on a des solutions qui sont dédiées et qui arrivent à capter des utilisateurs pour que ça devienne une solution large et utilisée, oui. Mais c'est la condition sine qua non pour moi pour remplacer Waze. J'en reviens à la thématique du début pour clore cette émission. Et c'est à vous que j'ai posé la question, Lucas Simula. Est-ce que vous pensez que la technologie, va sauver la place des voitures dans les villes ? Est-ce que le compromis est possible ? Bien sûr qu'il est possible. Je pense qu'on le montre tous ici avec nos innovations. Après, ensuite, il s'agit juste de savoir comment l'utiliser et de promouvoir les bonnes solutions pour effectivement mettre en place des solutions. Le véhicule individuel, de toute façon, il va rester, je pense, dans l'utilisation du quotidien, en plus dans des zones un peu moins bien desservies par les transports. Et après, au sein des villes, chaque ville a sa politique, j'ai envie de dire, pour savoir si des véhicules doivent rester à l'extérieur de la ville ou, comme il l'a dit, à l'intérieur, mais du coup savoir où est-ce qu'on met ces voitures, mais peut-être pour les micro-déplacements. Dans ce cadre-là, on va utiliser d'autres solutions, plus durables, ça va éviter les bouchons, ça va éviter la pollution sonore, ça va désengorger les villes. Mais est-ce qu'il y a des villes où vous n'êtes pas les bienvenus ?
Non, j'en ai pas rencontré encore. Par rapport aux éventuelles démarches que vous pourriez faire, ou des villes qui disent non, attendez, nous, on veut du tout piéton, ou on est très très bien comme ça, et donc on n'a pas besoin de vous. Ça ne vous est jamais arrivé? Si. Si, ça vous est arrivé? Bien sûr, on a des villes qui nous disent je ne veux pas faciliter la vie des automobilistes. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui va être... C'est incroyable, non mais c'est incroyable. Qui va être information utilisateur, panneaux d'affichage, etc. C'est pas du tout dans l'esprit politique. Donc c'est peut-être des choses qui changent avec le temps, mais en tout cas, il y a des villes qui disent oui, c'est pas dans la politique actuelle. Donc, sujet passionnant en tout cas, mais tellement d'actualité. Je pense qu'on reproposera une émission dans quelques temps, parce que nous aussi, on vit avec notre temps sur le plateau de Mobility TV, évidemment, et on suit l'évolution de toute la mobilité. Merci à tous les quatre d'être intervenus sur l'antenne de Mobility TV, et on salue évidemment à distance Jean-Baptiste Rouget. À très bientôt, merci, et on se retrouve pour une prochaine émission sur le plateau de Mobility. Bien sûr, je sais que vous êtes tous très impatients de nous retrouver. Salut.